Salut la Flow Family, j'espère que ça va et que tu passes un bon moment. Et chaque fois que tu vois ma tête apparaître sur ton YouTube, tu es déjà content. Tu as été chercher ton petit café, ton petit thé, ton petit soupe, ta petite bol de lait, bref, ce que tu veux. Et on est prêt pour passer un bon petit moment ensemble. N'oublie pas le like, commentaire, partager. Tu connais déjà. Tu mets ton petit j'aime aussi. Ok? Tu peux faire les 4 ou un des 2, comme tu veux. Ok? Allez, c'est parti. Alors, s'il y a bien une chose que j'ai compris quand j'ai commencé à riguer un 6K Pro, ok, c'est de ne pas imiter ce que je vois sur YouTube. Parce que des fois, tu as des mecs qui vont te faire des personnalisations de leur caméra qui est super stylée avec des accessoires et des équipements, pour la plupart qui coûtent la peau des fesses. Mais bon, quand tu le regardes, quand tu regardes la composition, tu te dis waouh, c'est trop beau, ça fait pro et tout. J'ai fait une vidéo déjà où j'explique comment on fait pour avoir l'air pro avec sa caméra. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Mais je me suis dit, il faut que je fasse attention. Faut pas tomber dans le piège de reproduire exactement la même configuration qu'un autre vidéaste parce que parfois, c'est pas ce qu'il te faut pour ta manière de taffer. Tu sais, la plupart du temps, quand tu regardes sur YouTube et tu vois les mecs qui font leurs vidéos et qui te présentent leur configuration, tu te dis waouh, la configuration est trop stylée, je vais faire pareil. Et là, tu vas faire pareil, tu vas te retrouver avec une configuration, tu vas acheter la même caméra, tu vas acheter les mêmes accessoires et tout, et ensuite tu vas faire le même montage. Ok, point par point, tu vas faire la même chose. Et là, disons que tu fais ton premier tournage avec, et c'est la catastrophe. Tu as fait la même configuration que ton youtubeur préféré, ok, tu as la même caméra, tu as les mêmes choses, mais tu as oublié un petit truc. Ben, c'est pas évident de juste reproduire. Il faut que ça puisse correspondre aussi à tes attentes, à tes obligations et aussi tes besoins. Et là, tu te retrouves à essayer de filmer avec la configuration de quelqu'un qui a personnalisé du matériel qui correspond à lui, ok, et qui te l'a partagé en te disant que c'est super bien et tout ça et compagnie. Mais tu as oublié de prendre en compte le paramètre qui est que c'est une personnalisation. Donc, ça correspond à son utilisation. Alors après, je dis pas que ça ne peut pas correspondre à ton utilisation, mais on va dire qu'il y a plus de chances que ce soit assez compliqué pour toi dans cette même configuration de pouvoir travailler comme lui et d'avoir le même résultat. Comment faire pour que tu puisses configurer ton boîtier d'une manière que ça puisse te plaire à toi et que ça ne puisse pas être désavantageux? Voici ce que je te préconise de faire. Premièrement, tu prends ton boîtier et tu l'équipes d'une cage adéquate, ok, d'une cage qui correspond. Tu peux soit le mettre une semi-cage, ok, qui ne prend que la moitié de ta caméra, comme c'est le cas ici, ou une cage tout entière qui prend et qui protège tout le contour de ta caméra. Donc, première chose à faire, équipe une cage sur ta caméra. C'est primordial. Ensuite, deuxième chose à faire, tu vas prendre l'objectif que tu utilises le plus souvent, ok, on va dire que ton objectif avec lequel tu fais 80% du travail. Donc, dans ce cas-ci, je vais prendre comme exemple le Sony A7R III et le 2470 2.8 de chez Sigma. Voici l'avantage d'avoir une cage. Tu vas équiper ton boîtier avec tout simplement la cage, l'objectif et disons le micro. La cage te permet de pouvoir accessoiriser directement ta caméra. Ça, c'est la base. Pour commencer, avant d'aller mettre quoi que ce soit d'autre dessus, avant de mettre écran, avant de mettre poignée, avant de mettre follow focus, avant de mettre quoi que ce soit, reste simple, basique et minimaliste. Une cage, ton boîtier, un micro, un objectif et c'est parti. Alors, pourquoi commencer simplement avec cette configuration-là? Ben, ça va t'obliger à te focus sur ce que tu as besoin comme configuration. Ça va te permettre d'être beaucoup plus précis sur ce que tu auras besoin d'ajouter. Ce qui fait que tu n'auras pas tout simplement acheté du matos juste pour acheter du matos ou pour que ton setup puisse ressembler à celui des autres. Par exemple, en faisant tout simplement un premier tournage uniquement à main levée avec le micro, ton boîtier et ton objectif, ça qui te permettra de savoir si oui ou non tu as besoin d'y mettre un stabilisateur. Ensuite, ça te permettra de savoir par rapport à tes prises en main, est-ce que tu as besoin de rajouter des poignées. Ensuite, ça te permettra de savoir si tu as besoin d'un écran. Il faut d'abord utiliser ton boîtier, utiliser ton appareil dans sa plus simple utilisation. Désolé, j'ai repris 2 fois le mot utilisation, mais tu as capté ce que je vais dire. Tu l'utilises dans sa plus simple configuration. Un boîtier, un objectif, un micro et c'est parti. Ce qui va se passer, c'est qu'après avoir fait pas mal de tournages et après avoir utilisé ton boîtier d'une manière très minimaliste, tu sauras exactement ce que tu veux y ajouter. Et à partir de là, construire un setup ou configurer ton boîtier, ok, le faire évoluer, sera beaucoup plus simple et tu n'achèteras pas juste pour acheter. Il m'a fallu un sacré bout de temps pour comprendre ça et je m'étais retrouvé à acheter énormément d'équipements et d'accessoires qui ont été futiles, voire inutiles sur la longue, puisque au final je ne les utilisais pas car ils ne correspondaient pas à ma manière de filmer.
Mais là, après avoir bien maîtrisé mon boîtier, je suis revenu au basique. J'ai tout simplement pris mon boîtier, mon objectif et un micro et je suis parti filmer. Et voilà ce que j'ai retenu. La configuration ultime qu'il me faut pour ma Sika Pro, c'est celle-ci, tout simplement. Alors, je dis tout simplement, mais tu regardes que c'est quand même quelque chose de balèze. Alors, je t'explique pourquoi c'est ainsi. La poignée est vers l'avant, car j'avais constaté que quand ma poignée se trouvait comme presque tout le monde vers moi, en fait, le poids de l'objectif et le poids avec le boîtier allaient vers l'avant. Donc, j'avais tendance à forcer sur l'arrière pour rester stable. Alors que maintenant, la prise en main avec mon boîtier, selon ma manière de filmer, me correspond très bien. Généralement, j'ai ma main au-dessous de mon boîtier, car c'est un boîtier qui est super lourd dans cette configuration. Donc, j'ai ces poignées qui me permettent d'avoir cette prise en main-là. Je vais avoir mes poignées là, sur le côté et je vais venir le bloquer ici contre mon... je veux dire comment... On n'est pas là pour faire de l'anatomie, mais je vais venir le bloquer contre moi ici. Et voilà, quand j'ai besoin de faire mes prises, je suis beaucoup plus à l'aise et c'est mon corps qui me sert de stabilisation. Et comme il est assez lourd, ça reste assez stable, comme tu peux le constater. Et quand j'ai besoin de faire une mise au point, bah, tout ce que j'ai à faire ici, tu vois ici, j'ai ma roulette de mise au point ici. Et généralement, je n'ai pas besoin d'aller très loin. Donc, je n'ai pas besoin de faire des grands mouvements. Parfois, des tout petits mouvements sont largement suffisants pour faire la mise au point et ensuite continuer à filmer. Et c'est super accessible. Ensuite, j'ai un autre type de manière de filmer qui est la manière épaulière et je peux passer très rapidement à l'épaule, tu vois, sans rien avoir besoin de bouger. Et si j'ai besoin de plus d'assurance, je viens ici agripper la poignée, comme tu peux le constater, et à une main, je peux filmer, je suis stable, et ici, je peux contrôler ma mise au point. Et pour mon écran qui se trouve ici, je l'oriente vers moi, et voilà, ainsi je peux filmer, rester stable, rester droit, l'appareil ne pèse pas plus que ça, je peux la caler vraiment contre moi, comme tu le vois ici, elle ne bouge pas du tout, là elle est stable, et je peux venir filmer. Alors, j'avais la possibilité de pouvoir mettre l'écran carrément devant moi, mais bon, je pense que comme je dois être myope comme une taupe, c'est un peu trop près. Je trouve que ici c'est l'angle parfait parce que même quand j'ai besoin de faire les plans au sol, tout ce que j'ai à faire, c'est de changer de position. Je viens la récupérer par la poignée ici, je me mets au sol et ça me permet quand même d'avoir l'écran et toujours la main ici pour la mise au point. Mise au point qui galère avec le GH5. Voilà, donc je répète, je vais venir attraper la poignée ici, je vais venir me mettre dans cette position là et je vais pouvoir faire mes prises basses tout en faisant aussi mes réglages de mise au point avec le Nucleus M. Mise au point encore qui a foutu le camp sur le GH5. Eh mon vieux, tu galères aujourd'hui, hein? Donc voilà les gars, avant d'aller chercher à reproduire les configurations que tu vois sur YouTube, maîtrise d'abord la configuration la plus simple avec ton boîtier et ensuite rajoute les accessoires dont tu as besoin. Et je suis sûr que tu feras pas mal d'économies. Bon, c'était tout pour aujourd'hui pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, like, commente, partage et mets-moi un petit... Mets-moi en commentaire si de quel team tu es. Est-ce que tu es de la team le matériel il compte pas, c'est les compétences d'abord, ou tu es dans la team le matériel il compte peut-être pas mais il fait quand même pas mal de choses dans les temps où nous sommes. Bon, je sais c'est un grand titre mais je pense que tu as compris l'idée. Alors n'hésite pas à partager cette chaîne si tu trouves que ce que je te fais avec les petites manières de présenter le milieu est assez intéressant. Ça sort un petit peu out of the box. C'était Odel, la montagne Odel, photographe et vidéaste, et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Tchuss!